J'aime les parties non officielles. Ouais, je trouve que la partie avant, c'est tout aussi bien que la partie pendant. Et comme c'est une conférence privée, je vais vous demander à toutes les trois, pour que vous repartiez d'ici en vous disant oh, « j'ai bien fait d'aller voir cette conférence », de quoi vous auriez besoin? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir, apprendre, avoir comme truc, comme stratégie pour vous dire « oh, mais ça, j'ai vraiment bien fait d'y aller. Ah, j'ai pas perdu mon dimanche. » Pour vous aussi. Ce serait quoi pour vous? Gérer le stress. Gérer le stress. Gérer le stress. Il y a des allergiques aux fautes d'orthographe? Non, ça va? Je suis un dysorthographique, alors... gérer le stress. Mais du coup, qu'est-ce qui vous stresse? Dans des moments stressants, avoir trouver un peu de calme. Trouver du calme. Ok. Tu sais faire ça? Trouver du calme? Ouais. Trouver une ressource pour trouver du calme? Oui. Ouais, ok, super. Bon. Qu'est-ce qui serait agréable pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Qu'est-ce qui vous a poussé? Le traumatisme, ça c'est une des parties du thème. Résilience, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer là? Je crois que tu disais qu'un trauma amène un certain comportement. J'ai l'impression que même quand je travaille, une fois qu'il y a des situations qui arrivent similaires ou qui me font rappeler, c'est un peu plus fort que nous ou que d'autres personnes. J'appelle à imaginer un exercice pour un arrêt sur l'image quand lundi ça revient vraiment. Et le schéma il est tellement installé que ouais, finalement c'est là et s'arrêter, exercer et appliquer, je trouve que c'est tellement fort que c'est hyper compliqué. Ok. Sur moi ou d'autres gens, j'ai l'impression que c'est déjà dans le rouge et qu'il n'y a pas d'orange. On empêche, c'est compliqué de stopper les vies qui commencent à monter. Oui. C'est que quand on s'en se rend compte, on est déjà dans le rouge. Voilà, ouais. Ouais. Et à quel moment tu captes orange ou orange sanguine pour faire un exercice? Je trouve que, en tout cas, c'est vraiment une lutte contre. Enfin, ouais, c'est plus fort que soi-même, ce que j'observe aujourd'hui, mais plus que d'autres. Il y a un truc, hein, ça permet pas complètement de faire redescendre le truc. Et ça permet à notre cerveau de créer des réactions différentes. C'est déjà de s'arrêter un instant et se dire ce qui se passe là maintenant, qu'est-ce que ça me rappelle? Et on laisse venir un souvenir, quel qu'il soit. Quand il y a un souvenir qui vient, on s'arrête un instant et on se dit qu'est-ce que ça me rappelle? Et on laisse venir un souvenir. Et on répète le jeu en fait. Ça permet à notre cerveau de revenir dans le moment présent, de créer une dissociation entre ce qui est en train de se passer dans le monde extérieur et ce que je ressens en fait. Et du coup, de commencer de créer de nouvelles réactions. Et le traumatisme, effectivement, comme vous dites, il y a une notion où il est imprimé en nous et il va enclencher des réactions. Ça, on va l'expliquer. J'avais pas beaucoup prévu des comment. Ben, c'est bien qu'on soit pas beaucoup parce que du coup, on va pouvoir mettre un petit peu des comment. Ok. Donc, quand les red flags, ils s'illuminent. Et pour vous? Je pense que c'était la curiosité de comprendre ce que vous entendiez par transformer les traumas, des espoirs, tout ça. Je suis psychothérapeute et puis c'est surtout aussi pour venir voir comment vous travaillez, qu'est-ce que vous proposez, comment c'est fait. Enfin, c'est un peu les de connaissances sur cette thématique, parce que pas mal de mes patients me disent des états d'hypnose, de trauma.
Qu'est-ce que vous leur dites? Ce qui passerait dans ces séances, alors surtout, ce qui suit leur intuition. Ok. Ah, Si ça leur parle, non, leur intuition, si ça leur parle, puis ça le Ok. Ils demandent ce qui va se passer dans leur séance? Non, ils ne me demandent pas, mais moi, je ne sais pas ce qui Ah, va ouais. se passer. Donc, du coup, des fois, je me demande est-ce qu'il y aurait une contre-indication. Et je n'ai pas la réponse. Bah oui, il y en a. Oui, il y a des contradictions, bien sûr. Il y a déjà des clairement. contradictions de thérapeutes. Pardon? Il y a des contradictions de thérapeutes. Il faut que le thérapeute il ait une certaine connaissance dans ce domaine. Ça, c'est quand même important. C'est pas un domaine. Après des contre-indications, il y a dans les écrits, il y a des contre-indications en hypnose, en pathologie psy, par exemple. La contre-indication, elle n'est pas par rapport à l'hypnose ou l'état hypnotique en soi, elle est par rapport aux techniques qu'on va utiliser. C'est clair que j'ai quelqu'un qui est schizophrène et que je lui propose une dissociation, c'est pas trop un bon plan en fait. Ce serait pas bien malin. Donc il doit y avoir une connaissance par rapport à ça. Mais la contre-indication, elle n'est pas liée à l'hypnose en soi ou à l'état hypnotique. Elle est plutôt à la stratégie que le thérapeute va utiliser. Donc il faut qu'il choisisse bien ses stratégies, ça c'est sûr. Du coup, je fais en la confiance que le professionnel chez qui la personne va aller est au courant de ses stratégies, laquelle il va utiliser. Chacun son niveau. Oui. Ouais. Après, moi, Oui. quand un patient m'appelle, qui me dit qu'il est suivi par une psychologue ou quoi que ce soit, je demande le numéro et j'appelle la psychologue ou le psychiatre pour savoir ce que je peux faire. Sans savoir exactement ce qui se passe, parce que j'ai pas besoin de... Si vous m'appelez, je serais j'en sais rien. Ce que vous pouvez faire ou pas. Non, mais du style, pourquoi il vient vous... comment vous le sentez? Et vous appellerez pour pourquoi il avoir vient des vous voir? informations. Des informations sur le patient. En général, je fais plutôt l'inverse. Plutôt le psychologue ou le psychiatre qui m'appelle en disant il y a un travail à faire avec cette personne. Et puis voilà, il faudrait faire ça ou travailler ça. Ou là, je suis coincé, j'arrive pas à débloquer le truc. Et moi, mon travail à moi, ça va être de débloquer cette situation-là. Justement, c'est pour m'informer de qu'est-ce que vous faites pour aussi savoir si je peux guider mes patients à cette complémentarité Oui. en fait, de thérapie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je ne connais pas beaucoup. Tu es ici. Pourquoi? Tu vas voir une conférence sur le traumatisme, la résilience. Qu'est-ce qui serait intéressant pour toi? On le fait aussi avec nous. Hein. Moi, j'aime donner comme ça. Voilà, question piège. Ils sont déjà en train de se dire, voilà, ça commence. C'est vrai que non, c'était pas sur nous, hein. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Si tu peux apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Comment toi tu fais? Comment? Ah, ouf. Parce que j'ai mes façons à moi de faire, Okay. qui sont sûrement différentes des tiennes. Oui, alors typiquement, comment moi je fais, ça va être super difficile de répondre à cette situation-là. Pourquoi? Parce que je peux pas dire c'est telle ou telle stratégie que je vais utiliser, parce que ça va dépendre de la situation, de la personne, du moment, de l'état dans lequel elle est à ce moment-là. Ok. Ok. Je dirais, quelle limite tu mets, toi, à l'hypnose par rapport au traitement des traumas? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis non, là, je ne vais pas au-delà de ça, dans un traitement? Pas sûr que j'aurais dû poser cette question. T'as cherché aussi, hein? Quelle limite? On va en mettre plusieurs. Oui, alors tu mets un S à quel, s'il te plaît? Merci. Et ils sont conditionnés. Gérer le stress, trauma, réaction, situation X, plus fort que soi, transformer. Ok. On va démarrer. Hein. Oui. On va démarrer.
Je te laisse faire une petite présentation. Voilà. Bienvenue à cette conférence privée. Vous voulez pas vous rapprocher un petit peu? Ah, c'est super sympa. Bon, c'est gentil, merci. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Ça On a un beau plus facile. visuel, quoi. C'est parfait. Alors, je vous présente Christophe Marty, puisque c'est lui qui a normalement présenté l'avant-premier, mais comme tu as déjà vu. Non, mais c'est lui le chef. Christophe Marty qui est hypnothérapeute depuis 17 ans, il pratique dans son cabinet à Delémont. Il a également une école, un centre de formation en hypnose. Et depuis 2023, c'est lui qui est le président de l'APH. L'APH, c'est donc l'association des praticiens d'hypnose, qui est un label de qualité qui est en train de s'étendre de plus en plus en Suisse romande. En fait, on regroupe dans notre association des praticiens en hypnose certifiés, en fait, qui ont suivi des formations, où on a également contrôlé la qualité des formations pour, à vous, justement, vous offrir une sécurité. C'est-à-dire que si vous avez un de vos patients qui va chez un praticien certifié APH, vous êtes sûr que vous ne l'envoyez pas dans le décor avec quelqu'un qui fait des tours de rue, enfin, qui peut bricoler. Parce que c'est bien joli de faire du nôtre, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait. Hein, et c'est pour ça que l'APH est là pour justement vous garantir à vous un label de qualité. Magali Vallée, qui est hypnopraticienne depuis 2018. Elle est infirmière anesthésiste. Elle est aussi diplômée en gestion de la douleur, diplômée universitaire en gestion de la douleur. Elle travaille en clinique au bloc opératoire. Et puis, elle a un cabinet ici à Bulle et également un cabinet à Lausanne. Et elle est également membre de l'APH. Oui. Est-ce qu'on commence, avec les premières questions? Non, c'est après Non, on va les questions. commencer la présentation. Donc quoi. c'est toi qui... C'est moi qui. Oui. Ah, c'est moi qui gère un petit coup. Alors, peut-être par rapport à la psychologie ou par rapport à d'autres domaines, vous allez voir en hypnose, on a quelquefois des points de vue pas différents, mais peut-être une autre lecture, en fait, d'une situation. Ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est pas, on parle de la même chose, mais pas dans un langage un petit peu différent. L'idée, c'était aussi, c'est pas forcément une conférence pour les professionnels, c'était aussi de simplifier l'explication. Vous savez qu'un trauma, c'est hyper complexe, c'est encodé de façon très très complexe dans notre cerveau, et quand on veut travailler ça, ça prend du temps. Mais l'idée, c'était de simplifier l'explication au possible pour qu'on ait une compréhension en fait de ce qui se passe. Le traumatisme, il a de multiples visages en fait. C'est pas une chose qui est, quels que soient les éléments qui se passent, qui va s'encoder et qui va créer des réactions en fait uniques. Le traumatisme, il a de multiples images et j'ai mis ici trauma vs traumatisme. Le trauma, c'est l'élément, en fait, c'est la situation qui va être encodée par notre cerveau. Un accident, un braquage, une situation. Le trauma, c'est la situation et le traumatisme, c'est la conséquence de cette situation. Donc, quand on va parler de traumatisme, on va parler de la conséquence de la situation source. Petite explication sur le fonctionnement de notre cerveau, ça sort d'une théorie qui doit être des années 70, sur la théorie du cerveau triunique. C'est pas comme ça que ça se passe, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'aime bien cette notion-là parce qu'elle nous permet de comprendre très facilement les notions du fonctionnement de notre cerveau. Donc, on a un cerveau en 3 parties. On va prendre...
Je vais essayer de voir si ça marche. Voilà, cette partie ici, hein, lobe préfrontal. Dans cette partie ici, c'est vraiment la partie de notre cerveau qui est plutôt logique, mathématique, rationnelle, structurée. C'est le siège de nos décisions. Quand vous prenez une décision, c'est plutôt ici qu'elle va être encodée. On va dire la partie arrière ici de notre cerveau, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui est le cerveau émotionnel et le cerveau des mémoires, les différentes mémoires qui vont faire que on va réagir de façon spécifique dans une situation. Exemple, ça, c'est un automatisme. Hein. Vous avez vu comme ça fait? À chaque fois, on doit le bloquer. C'est chiant. En fait, votre cerveau est face à un stimulus extérieur et il va réagir en mode automatique à ce stimulus extérieur. C'est-à-dire que, avant même que cette partie-ci se rende compte de ce qui se passe, vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut, machin, en fait? Vous avez répondu en mode automatique. C'est-à-dire que cette partie, c'est une partie assez lente de notre cerveau. Et bien, cette partie-ci va chercher dans la mémoire comment on réagit face à ce stimulus extérieur, va faire réagir votre corps pour me donner la main. Une réaction automatique, et la plupart de nos réactions sont des réactions automatiques, ne sont pas des réactions qu'on a décidées avec cette partie ici de notre cerveau. Et on a cette partie ici, hein, qui est le cerveau plus archaïque, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui gère les fonctions du corps. Rythme cardiaque, respiration, système digestif, système immunitaire, système de gestion des modes de survie, peur, les réactions aux survie, la réaction à la survie, peur avec la fuite, colère avec le combat, ou alors j'appelle ça l'opossum, hein, quand on est bloqué comme ça dans une situation. C'est lui qui gère ces mécanismes-là. Dans le traumatisme, ces trois cerveaux vont travailler ou pas selon certaines situations. On va le voir un petit peu plus tard. Prenons une réaction qui est souvent une réaction traumatique, c'est la phobie. Quelqu'un a des phobies? Vous n'avez pas de phobie? Vous connaissez quelqu'un qui a des phobies? Phobie aux araignées, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle est face à une araignée, ce stimulus extérieur, et le corps va avoir une réaction parce que sa mémoire va s'activer, attention, danger. Et du coup, le corps va avoir une réaction, soit elle crie, soit elle pleure, soit elle tremble. Mais cette partie ici, elle est déconnectée, en fait. Cette partie, la personne, elle va pouvoir se dire, ouais, mais c'est une petite bête, elle va pas me bouffer. Mais cette pensée, elle tourne ici, et elle est biochimiquement déconnectée des autres parties du cerveau, qui va faire qu'elle n'a plus de pouvoir direct sur le corps. C'est pour ça qu'en hypnose, par exemple, on utilise beaucoup la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration étant contrôlée par notre cerveau reptilien, si cette partie ici donne une information et décide d'un rythme respiratoire, le cerveau reptilien va réagir par rapport à ce rythme respiratoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au cerveau reptilien, maintenant tu te calmes et puis on va se détendre. On peut pas lui dire ça de façon directe, mais on peut lui dire de façon indirecte en utilisant la respiration. Jusque-là, c'est tout. Ok. Différentes situations de traumatisme. Une des premières, c'est le traumatisme aigu. Par exemple, un accident de voiture, une agression, catastrophe naturelle, syndrome de stress post-traumatique, on va en reparler un petit peu. Qu'est-ce que c'est, hein? Flashback, cauchemar, anxiété, réaction de choc, de déni immédiat après l'événement, et l'impact, perturbation émotionnelle intense, immédiate. Exemple, j'aime bien utiliser les exemples en fait, parce que ça nous permet de bien comprendre un petit peu ce qui se passe. Un monsieur vient me voir en me disant, ça fait 10 ans que je fais des cauchemars. Toutes les nuits, je fais des cauchemars. Je dis, quel genre de cauchemar? Il me dit, ah mais c'est toujours la même chose, c'est que je revis un élément que j'ai vécu il y a 10 ans. Je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il était dans une bijouterie, la bijouterie s'est fait braquer, et il s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe, et depuis 10 ans, toutes les nuits, il se réveille avec la sensation du pistolet sur la tempe. Si on revient un petit peu en arrière, cette mémoire ici, elle a été marquée de cet élément-là. Et en fait, le cerveau va pas libérer cet élément et dire c'est un élément passé, c'est loin derrière. Il est toujours actif, en fait. Il est toujours présent.
Donc du coup, il est ce qu'on appelle associé il est associé dans le trauma puisqu'il le revit tout le temps. D'ailleurs, quand il en parle, il tremble, il a de l'angoisse. Donc, on calme un petit peu déjà cette situation pour lui faire prendre conscience que il peut être dans une sensation d'angoisse, il peut être dans une sensation de perte de contrôle et très rapidement retrouver le contrôle. Ça, c'est des outils qu'on va lui donner pour pouvoir retrouver le contrôle. Ensuite, comme il est dedans, je vais lui dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et il va me raconter un petit peu. Et au moment où il me dit, j'ai le pistolet sur la tempe, je lui dis maintenant stop. Mettez ce film sur stop. Vous voyez, il se fait le film automatiquement dans sa tête. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? J'amène, parce que au moment où il est comme ça, toute son attention consciente, elle va être focalisée ici, sur la sensation dans sa tempe, parce que c'est ces schémas de survie qui s'éveillent. Et du coup, c'est ça qui va être marqué, en fait. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Il se passe une dizaine de secondes, il me dit, tiens, c'est drôle. Déjà, il se détend. Je dis, qu'est-ce qui est drôle? Il me dit, il y a un tableau avec un bateau. Je sais pas si c'est vrai. Dans mon cabinet, j'avais un tableau avec un bateau. Mais peu importe. Il me dit, il y a un tableau avec un bateau. Je dis, ah, ok, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui serait intéressant avec ce tableau? Et il me dit, ah, ce qui serait intéressant, c'est de me poser sur le bateau puis de me laisser partir. Donc, je dis, OK, bon, ben, on va se poser sur le bateau puis se laisser partir. Et là, il se détend. On amène le cerveau à créer une relecture d'un élément passé. Vous voyez, cette partie ici, il sait que c'est un élément, il est plus en danger aujourd'hui. Mais son cerveau n'a pas créé cette relecture que cet élément doit être fixé dans le passé. Et du coup, on amène le cerveau à faire ça. Il rentre, il me rappelle une semaine après, je demande toujours au consultant qu'il me rappelle, il me rappelle une semaine après, il me dit, Monsieur Marquis, c'est drôle parce qu'en fait, je rêve toutes les nuits, sauf que chaque nuit, je pars sur le bateau. Et son cerveau, il a accepté cette information nouvelle et va l'encoder. Et ensuite, au bout d'une semaine, il n'a plus jamais eu un cauchemar. Aujourd'hui, quand il parle de cette histoire, la personne qui l'écoute, en général, va dire « Non, non, tu me racontes des conneries, ça est arrivé à quelqu'un d'autre. » Parce qu'il n'a plus du tout de charge émotionnelle. Je dis toujours, le problème, c'est pas ce qu'on a vécu. C'est la façon dont on l'a vécu et ce qu'on a gardé, la charge émotionnelle qu'on a gardée de ce qu'on a vécu. Il y a des gens, vous allez les écouter, ils ont vécu des éléments, vous allez vous dire « ce truc, c'est hyper violent, c'est hyper traumatique », sauf que la personne n'a pas de problème par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont vécu des choses, vous allez vous dire « ouais, mais bon, c'est pas si grave », et la personne a développé un traumatisme. Traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on le travaille, c'est compliqué. Parce qu'on aurait cette tendance à chercher un élément grave. Mais c'est pas forcément un élément grave. Ça peut être plusieurs choses. Notamment, je vais le raconter après parce que c'est dans un autre traumatisme. Une autre situation, on m'amène une petite fille qui a une dizaine d'années, et en fait, elle a la phobie de la voiture. Je dis, ce qui s'est passé quelque chose en voiture, alors oui, il s'est passé quelque chose. Elle allait à la patinoire avec son père, et puis à un moment, il y a des voitures dans le tunnel qui lui fait, je viens du Jura, il y a des tunnels, il y a plein de tunnels là-bas. Dans le tunnel, il y a une voiture qui fait des appels de phare, et puis, Pierre se dit, qu'est-ce qui se passe? Et il regarde derrière et il voit de la fumée. Il s'arrête et en fait la voiture elle est en feu. Donc ils sortent de la voiture, ils sortent du tunnel, donc il se passe rien du tout, sauf que la petite fille là, dès qu'on lui dit il faut aller en voiture, c'est l'état de panique. Pas avec d'autres personnes, donc elle peut aller avec les copines à la patinoire, mais plus dans la voiture avec ses parents, ce qui pose un peu problème. Parce que le cerveau il a dit, c'est être en voiture avec mes parents égale danger. Mais c'est pas logique. C'est toujours les émotions, c'est pas logique. En fait, c'est biologique. C'est-à-dire qu'il y a une logique, mais à un tout autre niveau. Une autre situation, parce que, comme je disais, le traumatisme, quelquefois, il s'inscrit de façon spécifique et pas forcément par rapport à quelque chose que j'ai véritablement vécu. Vous pensez que c'est possible, ça? Je vous donne un exemple. Je l'ai pas dit avant, mais si un de mes domaines de spécialité, c'est le traumatisme, parce que déjà, c'est du vécu à la base.
Moi, je suis né avec un syndrome d'alcoolisation fœtale, donc déjà dans la vie intra-utérine, c'était pas forcément des plus confortables. Et puis, j'ai grandi dans un environnement hyper violent. Donc, les traumatismes, je les ai alignés un peu à tous les niveaux. Et je travaille avec une autre entreprise qui fait de la formation soignants, pompiers, policiers dans des situations de premiers secours. Et on fait un énorme exercice avec les pompiers du Jura pour apprendre aux pompiers comment on fait ces premiers secours. Et on a dans cette entreprise différentes personnes qui vont jouer différents rôles. Donc, jouer des rôles de personnes qui sont blessées, etc. Le patron de cette entreprise découvre qu'il peut acheter sur Internet un truc, vous savez, on met un spray, puis ça donne une odeur de chair brûlée. Il se dit, ouais, pour les pompiers, c'est bien, parce c'est des situations de simulation à haute intensité émotionnelle. D'ailleurs, pour ça que je fais ça, parce que je travaille dans le débriefing émotionnel. Donc, du coup, en fait, ils mettent ce produit sur un des participants. Ça sent pas très fort. Donc, en fait, ils en remettent un petit peu. Et en fait, on se rend compte que l'odeur, elle vient après. Donc, il est imprégné dans cette odeur de chair brûlée. C'est pas très confortable. Je sais pas si vous avez déjà senti ça, mais c'est pas très agréable. Et on le met dans cette situation. Et en fait, l'exercice commence. L'exercice commence, et puis il est planqué dans un coin. Et ça dure 2 heures, en fait. Ça prend 2 heures jusqu'au moment où les pompiers le trouvent et le sortent de là. Pendant ces 2 heures, lui, il pense, en fait. Et puis, au début, voilà, c'est un peu rigolo. Au bout d'un moment, le temps passe. Et puis, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il commence de penser à ses enfants en se disant, mais si j'étais vraiment dans un incendie, qu'est-ce qui se passerait? Oui, il est juste en train d'imaginer des conséquences de ce qui pourrait se passer. On le retrouve, l'exercice se termine, on rigole bien avec cette histoire d'odeur. Il rentre, il va à la douche, et puis il va se coucher, et tout va bien. Le lendemain, c'est un dimanche, et puis ils vont faire des grillades. Du coup, il allume le feu. Jusque-là, tout va bien. Et quand il met les saucisses sur le feu, il sent l'odeur de la saucisse brûlée, et là, il pleure, et il peut plus parler. Et il tremble, et il est là comme ça. Vous voyez, ça, c'est typiquement un traumatisme, une réaction traumatique par rapport à quelque chose qui a été non pas vécu, mais purement imaginé. Il a juste imaginé les conséquences, mais il n'a rien vécu de grave. Alors là, c'est le lendemain, c'est assez facile à travailler, mais si c'est 10 ans après que cet élément traumatique revient à la surface, ça va être compliqué d'aller chercher l'élément source. Il a une fois fait un exercice en lien avec cette odeur de chair brûlée. Donc, vous voyez, c'est pas forcément non plus sur quelque chose de vécu. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a vécu et ça crée un traumatisme. Quelqu'un d'autre qui a vécu, une dame vient me voir en me disant, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dépressive. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'était du style, le 17 juillet 2003. Red flag. Elle sait exactement la date. Donc, cette date, elle est inscrite ici. Ça, pour moi, ça veut déjà dire, là, il y a un élément grave. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et elle dit, je suis dans la cuisine, je suis avec ma fille, je l'arrête, je lui dis, quel temps il fait? Ah, il fait super beau, il est quelle heure? Il est 14 heures, vous voyez? Deuxième red flag. Elle parle au présent. Elle me dit pas, j'étais avec ma fille, elle me dit, je suis avec ma fille. C'est-à-dire que là, de nouveau, son cerveau va chercher l'information et il la réinstalle au présent. Et elle me raconte, en fait, qu'elle reçoit un téléphone et qu'on lui dit, son fils, il y a eu un problème. Elle va, et puis en fait, son fils, il a eu un accident. Et puis, alors, elle explique longuement cette histoire d'accident. Elle est vraiment dedans. Elle est au présent, elle est dans les émotions. On laisse sortir tout ça, on permet de vider un petit peu ces choses-là. Elle raconte même un moment que elle va à l'hôpital, ils prennent son enfant pour aller l'amener au
en radiologie, puis elle est, vous savez, dans ses box d'hôpital, et elle entend que dans le box d'à côté, il y a un type qui dit « c'est la catastrophe, j'ai pas fait exprès, le pauvre gosse, etc. » Elle se rend compte que le type qui est à côté, c'est le type qui a eu l'accident avec son fils. Et je pense qu'elle passe quasiment 45 minutes à me raconter cette histoire, pleine d'émotions, et pendant ces 45 minutes, il y a des fois, je me dis « ouais, mais son fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ose pas trop lui poser la question. Et à un moment, je lui dis, je suis désolé, mais votre fils, comment est-ce qu'il va? Ah, ben, il va super bien, en fait. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Lui, il a rien gardé, en fait. Ça n'a pas été traumatique pour lui. Mais elle a gardé cet élément traumatique au présent. 20 ans, en fait. Parce que son cerveau n'a pas traité cette information. Donc, personne, lui a dit, ouais, mais venez, on va parler. Personne n'a débriefé. On sait que le débriefing émotionnel, c'est un élément important pour que notre cerveau, justement, il n'encode pas l'information et qu'il libère la charge émotionnelle. Jusque-là, si vous avez des questions, vous me dites. Je vérifie la montre parce que, étant passionné, peut-être que la nuit va tomber, je serai encore là. Les portes du salon vont fermer, on sera tous. Oui. On était là, Ouais, voilà. Traumatisme chronique. Alors, chronique, il y a un petit peu plus d'éléments. Par exemple, violence domestique, abus émotionnels, physiques, sexuels. Par exemple, un thème très d'actualité, un pervers narcissique, être avec quelqu'un de pervers narcissique, environnement de guerre ou de conflit. Il y a cette notion de prolongation. Vous voyez, il y a l'élément traumatique, mais qui va être répété. Manifestation, hypervigilance constante et réponse de stress chronique, développement de comportement d'évitement et de dissociation. De nouveau, ces éléments ne sont pas forcément des éléments inconfortables. J'ai dit, moi j'ai grandi dans la violence et mon cerveau a développé des stratégies par rapport à ça. L'autre jour, je suis avec mon amoureuse, on est dans un restaurant et puis on discute, puis à un moment elle me dit arrête d'analyser. Je la regarde et je dis, j'analyse pas. Elle dit, si, t'analyses. Je dis, mais non, j'analyse pas. Elle me dit, ferme les yeux. Je ferme les yeux et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Et là, j'ai les yeux fermés, je dis, là, il y a un type, il est vachement intéressé par la dame qui est derrière. Là, il y a un petit couple et puis, il y a de l'eau dans le gaz. En fait, à ce moment-là, elle me fait me rendre compte qu'en fait, mon cerveau, c'est en mode automatique. Je ne fais pas exprès, en fait. Mais mon cerveau a créé cette espèce d'hypervigilance qui va faire que j'encode tout. Ça vous parle? Ça, de nouveau, quand on voit ça, c'est qu'il y a un élément traumatique. C'est pas forcément une mauvaise chose. Tant qu'on ne subit pas les choses, tant que je peux rester avec l'autre, et puis être avec l'autre, et que je me fais pas emporter dans ce truc-là, ou que je peux pas vraiment être avec les autres, c'est pas un problème. J'ai même, en tant que thérapeute, une très bonne chose parce que ça nous permet d'analyser et d'observer tous les micro-expressions de la personne. Impact, problème de santé mentale à long terme, y compris dépression, troubles anxieux, difficulté à maintenir des relations stables et à faire confiance aux autres. L'anxiété, je vais me permettre de vous poser la question, je fais participer. En tant que psychologue, c'est juste. En tant que psychologue, l'anxiété pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une émotion se dit quelque chose qui va peut-être se passer, qui est plutôt négatif, on anticipe, c'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation, ok. On va développer une certaine chaîne de réaction. Ok. Ok. Il n'y a pas l'objectif. Je vous ai posé la question pour voir si ça cale dans nos explications. Oui, c'est parfait. Il n'y a rien de juste, rien de faux. Nous, on dit, en fait, notre cerveau, cette partie ici, dans la notion du temps, le temps pour cette partie ici, c'est comme une ligne sur laquelle j'avance. Devant moi, c'est le futur. Là où je suis maintenant, c'est le présent. Derrière moi, c'est le passé. On dit bien traîner le passé comme un boulet. On ne dit pas pousser le passé comme une brouette. Bien qu'en hypnose, d'ailleurs, qu'on peut pousser notre passé sur une brouette. Mais la notion de temps, elle est comme ça. Pour cette partie ici, la notion de temps, elle est comme ça. Et lui peut prendre un événement que j'ai vécu il y a 20 ans, imaginez que je le vis demain, je me sens mal maintenant. Ça, c'est le principe de l'anxiété, en fait.
Et c'est comme vous dites, en fait. Mon cerveau prend un élément que j'ai vécu dans le passé, il va le déposer sur demain. C'est pour ça qu'on a la pensée, il va se passer ça ou ça va mal se passer. Et du coup, je vais ressentir maintenant ce que je pourrais vivre demain. En même temps, c'est pas une réalité, en fait. C'est juste un processus purement imaginaire. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs en hypnose. Pourquoi? Parce qu'en hypnose, on va utiliser les processus imaginaires pour pouvoir réparer quelque chose. Puisque le processus imaginaire amène l'anxiété, on peut utiliser le processus imaginaire pour libérer l'anxiété. Ça fonctionne dans les deux sens, comme le téléphone. Là, on voit typiquement le truc d'un pervers narcissique et j'ai dit, une de mes spécialités, c'est aussi l'agressivité, la violence. Je travaille en débriefing émotionnel pour une association qui s'occupe de problématiques de violence conjugale et notamment de féminicide. Et la présidente de cette association, elle a créé cette association parce que sa sœur a été tuée par son mari. Et en fait, elle ne peut pas m'appeler Christophe. C'est un truc qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi elle ne peut? C'est pour ça que j'ai mis le doc, parce qu'il m'appelle le doc. Bon, c'est rigolo, hein, mais je m'appelle pas le doc et je suis pas docteur en plus, quoi. Elle ne peut pas m'appeler Christophe, tout simplement parce que le mari de sa sœur s'appelait Christophe. Et voyez, on voit que la charge émotionnelle n'a pas été libérée parce qu'elle ne peut pas m'appeler Christophe. Et que chaque fois qu'elle sera confrontée à un Christophe, chaque fois qu'elle entendra ce nom, eh bien, la charge émotionnelle va remonter à la surface. Et c'est là qu'on perd le contrôle. En hypnose, ce qui est intéressant, c'est de retrouver le contrôle. Là, elle perd le contrôle. Quelqu'un qui est dans une situation phobique va perdre le contrôle, en fait. Parce que le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle conscient, c'est plutôt ici qui va se mettre en place. Jusque-là, c'est tout bon? Autre traumatisme, les traumatismes développementaux. Alors ça, c'est vraiment traumatisme de la petite enfance, de la construction de soi. Par exemple, des négligences sévères, de l'abus, de la violence au sein de la famille, perte d'un parent ou d'un proche durant l'enfant. Vous voyez, c'est pas forcément des mauvais traitements face à un enfant, hein. Ça peut être un deuil, ça peut être perte d'un parent ou d'un grand-parent, ou quelquefois même d'un ami imaginaire. Parce que pour un enfant, un ami imaginaire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de réel, puisque son imaginaire va créer une réalité. Et j'ai été confronté à une personne qui, ça a été ça en fait, c'est que on lui a dit non, mais tout ça c'est des conneries en fait, t'arrêtes avec ton ami imaginaire. Et elle a un syndrome de l'abandon. Alors que de nouveau, c'est pas une réalité, c'est pas un élément vécu en fait, c'est juste un processus imaginaire. Nos processus imaginaires sont plus importants encore que la réalité vécue. Ce qui amène des retards dans le développement émotionnel ou cognitif, pas forcément, ou des troubles dans le développement, ou de l'attachement, des difficultés relationnelles. Par exemple, beaucoup d'enfants de restaurateurs, en tout cas moi je viens du Jura, en tout cas là-haut, beaucoup de ces enfants de restaurateurs... Restaurat qui vient du Jura, c'est beau. Ont un syndrome de l'abandon. Ils n'ont jamais été abandonnés par leurs parents, concrètement. Mais leurs parents ont des horaires de travail, ils sont pas là au repas, ils sont pas là le soir, ils sont pas là à des moments importants, et du coup, ils vont créer un syndrome de l'abandon. De nouveau, il n'y a pas quelque chose de réel. Mais un enfant qui a été, par exemple, perdu dans un magasin, ce qui arrive à la plupart des enfants, une fois de se perdre dans un magasin, un simple élément comme ça peut générer un syndrome de l'abandon selon les éléments qui vont se mettre en place à côté de ça. Ensuite, traumatisme vicariant. Alors cela, c'est plutôt un peu les nôtres. Hein. C'est un peu des traumatismes qui viennent surtout sur police, les soignants, les gens qui travaillent dans le service social ou les choses comme ça, ou certains thérapeutes. En fait, c'est à force d'être confrontés à des situations traumatiques, à des états émotionnels difficiles, et que nous on a un petit peu de la peine de faire cette dissociation entre ce que l'autre nous raconte. Puis forcément, quand on nous raconte les choses, on vit des choses. Hein, on est humain, hein, mais qu'on commence à avoir de la peine de faire cette dissociation, puis qu'on n'a pas d'outils pour libérer ces charges émotionnelles. À force de garder ces charges émotionnelles, eh bien, il y a un moment, hein, c'est trop en fait, et on va là aussi créer un traumatisme.
Donc là, c'est vraiment des traumatismes qui nous amènent à un burn-out professionnel, une détresse émotionnelle. On a mis en place des formations de gestion de l'agressivité pour le personnel soignant parce que il y a une dizaine d'années, on a remarqué dans les statistiques, quand on forme des soignants, ils restent 10 ans. Et ensuite, ils changent de métier. C'est pas beaucoup qui restent aussi longtemps. Et en fait, quand on voit le prix que ça coûte de former une infirmière, si elle reste 10 ans, puis qu'après elle change, le système, ça va pas aller bien longtemps. Aujourd'hui, je crois que c'est 6 ans. 5. 5. 5. Tiens, même pas encore. C'est incroyable. C'est un système qui est voué à se casser la gueule si ça continue comme ça. Donc, du coup, on donne des formations de gestion de situations d'agressivité. Comment je peux faire pour ne plus être confronté à ça et désamorcer ces situations de crise avant de charger toutes ces charges émotionnelles. Jusque là, tout bon? Vous me dites, hein, si ça va. Et ensuite, les traumatismes collectifs. Donc là, collectif, ça touche vraiment un ensemble de personnes. C'est plus sur une personne. Donc génocide, massacre. On avait des génocides il y a quelques années dans certains pays et ce que ça a généré. Un qui nous intéresse un peu plus, c'est la pandémie, comme le Covid, les attentats terroristes. Il y a énormément de situations de phobie de l'avion qui viennent du 11 septembre. Pourquoi? Parce qu'on sait tous où on était ce jour-là. Et même Déjà, si on ne sait pas, on le voit en boucle à chaque anniversaire. Alors, non seulement, ça c'est intéressant ce que tu dis, on sait tous où on était ce jour-là. Ouais. C'est assez juste en fait. Ça montre que notre cerveau, il a imprimé ça très très fort en fait. Donc moi, je me souviens parfaitement que je suis rentré du travail. Il y a un moment, j'ai allumé la télé et là, j'ai vu ça. J'ai vu les tours et puis les tours qui tombaient. La pensée que j'ai eue, très franchement, c'est « Ah ben voilà, ça c'est le début de la Troisième Guerre mondiale ». Et j'ai changé de chaîne et c'était la même chose. Et j'ai changé de chaîne et c'était la même chose. J'ai changé de chaîne et c'était la même chose. Et puis j'ai mis un DVD parce que j'avais pas envie de voir ça. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ça, il y a cette charge émotionnelle, oh là, survie, survie, survie. Notre cerveau, c'est ce qu'il fait, survie. Et ça a passé en boucle pendant quasiment 24 heures. Donc du coup, on a laissé la télé tourner, puis on est allé manger. On a mis notre attention consciente sur d'autres choses, la famille, mais notre cerveau, lui, il a continué d'enregistrer l'information. Et il a créé un élément de traumatisme. Il a dit, attention, danger. Avec l'avion, alors que la phobie de l'avion, ça n'a rien de logique, hein, parce qu'on a plus de chances de gagner la loterie que de mourir dans un avion, statistiquement. Et quand je vais jouer à la loterie, je ne vais pas me dire à chaque fois que je vais gagner. Ce serait cool. Parce que moi, je joue pas, donc à chaque fois, je me dis, je gagne, en fait. Je gagne ce que je perds pas. 7 francs 2 fois par semaine, c'est mon calcul. Et vous voyez, c'est des éléments qui sont extrêmement importants, en fait. Est-ce que vous, en tant que psychologue, avant la pandémie, après la pandémie, vous avez vu une différence dans les gens qui viennent vous voir? Pas beaucoup? Non, mais une augmentation dans ce domaine analysé. Ok, moi j'ai vu une énorme différence. Avant la pandémie, les gens qui venaient me voir, c'était environ 30 jusqu'à 60 ans en moyenne, hommes-femmes à 50%. La pandémie a commencé et là, j'ai 80% de jeunes entre 13 et 19 ans, avec des parents qui m'appellent en me disant « il me faut un rendez-vous tout de suite parce que j'ai peur qu'il fasse une connerie ». La pandémie s'est arrêtée, on se dit « ah ben tiens, ça va aller mieux ». Et la guerre démarre. Maintenant, j'ai une majorité d'hommes qui ont entre 30 et 50 ans. Parce que tout d'un coup, guerre, ben voilà, nous, on est un peu plus impactés. Et si je dois partir, et si ça vient jusque vers chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit que ces éléments-là vont créer un stress qui sera un stress aussi communautaire parce qu'on parle de ça, en fait. La pandémie, le Covid, il y a un truc, moi, il me tarde dans quelques années qu'on puisse étudier ça et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, avant, on pouvait dire à quelqu'un, ouais, moi je suis pour le Paris Saint-Germain, puis l'autre pouvait dire, ouais, moi je suis pour Marseille, sans vraiment, ouais, ils s'engueulaient, mais ils se foutaient pas dessus.
Et que tout d'un coup, Covid, on dit « Ah, moi, je suis pour le vaccin ou contre le vaccin ». Et du coup, ça crée ce que ça crée. Pourquoi, en fait? Ben, surtout parce que nos schémas de survie se sont éveillés. C'est-à-dire que ça rajoute une couche à cette peur. Et quand les schémas de survie s'éveillent, c'est plutôt notre cerveau reptilien qui va traiter l'information et déconnecter les autres parties de notre cerveau. Moi, j'accompagne les jeunes justement dans cette tranche d'âge. Oui. C'est vrai qu'on remarque que tout ce qui n'est pas de la survie ou de l'importance plus, ça passe clairement. Rien n'a plus d'importance si ce n'est pas de cet ordre-là. Exactement. Et du coup, c'est hyper difficile de les inscrire dans un schéma professionnel. Parce que ça, c'est pas. Et on arrive là. On arrive à la perte de sens. Quand j'étais jeune, mon père, il m'a appris, il faut travailler. Il faut travailler, tu vas trouver un travail. Fais ton métier et choisis-le bien, hein, parce que tu vas le faire toute ta vie. Ça, c'est ce qu'il m'a appris. Déjà, moi, je peux plus apprendre ça à ma fille. Pourquoi? Parce que j'ai changé plusieurs fois de travail et on sait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dois lui dire, ouais, choisis bien ton premier métier parce que ça va te donner l'orientation de ce que tu vas faire après. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué à choisir quelque chose. Mais du coup, là, il y a une perte de sens. Mais pourquoi je ferai un métier? Pourquoi j'irai travailler? Parce que tout d'un coup, tout s'écroule. Et c'est ce que ça a vraiment changé, c'est que tout d'un coup, tout peut s'écrouler. Et ça, c'est hyper traumatique. Parce que on n'a plus de choses sur lesquelles s'appuyer, en fait. De choses qui nous sécurisent. Du coup, sinon, comment on est sécurisé, en fait, si je peux plus m'appuyer sur quelque chose? Si je rentre dans ma voiture et je sais qu'à n'importe, parce que j'ai entendu l'information l'autre jour, je sais qu'à n'importe quel moment, mon airbag, il peut sauter. Et en fait, il y a des pièces qui vont être projetées et me tuer. Ben, comment je peux me sentir en sécurité dans ma voiture à ce moment-là? Ben, je peux plus. Et la pandémie, c'est ce qui s'est passé. Et les guerres qui viennent derrière, il va peut-être rien se passer ici. Mais notre cerveau, il est déjà dans ce qui pourrait arriver parce qu'il est dans les schémas de survie. Et ça montre effectivement ce que vous dites, que c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, en tant que professionnels, c'est la grande difficulté, c'est qu'on doit s'adapter. Et en fait, on doit s'adapter à quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Donc en fait, c'est là la difficulté, c'est qu'on doit créer quelque chose par rapport à ce qu'on connaît encore pas. Et de nouveau, c'est compliqué de créer quelque chose par rapport à ce qu'on connaît pas parce que on a appris que je fais ça, je le fais de cette façon-là et le résultat, ça sera ça. Et là, tout d'un coup, on n'a plus cette information. Jusque-là, c'est tout. Ça joue le rythme, ça va? Hein? C'est assez intéressant, on s'endort pas. Ok. Ah, ça. J'aime les dessins. Quand il y a un élément traumatique, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on va voir aussi que dans l'approche, c'est important d'avoir une certaine connaissance par rapport à l'approche et surtout dans la notion thérapeutique, en fait. Ça, c'est un élément, quelque chose, une perception extérieure. Je mets perception effrayante tout simplement parce que on va comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très confortable. Cette information-là va être encodée par cette partie-ci de notre cerveau, on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est une gare de triage de l'information extérieure. Là, vous entendez ma voix, vous ressentez des sensations, des perceptions, et cette gare de triage, ici, elle distribue l'information à certains endroits de votre cerveau. Par exemple, vous avez complètement oublié la sensation de l'assise du siège. Là, je la ramène dans votre champ de conscience, vous allez vous dire, ah ben oui, je sens cette sensation. Parce que comme cette sensation n'est pas très importante, cette partie ici va dire, j'envoie au cortex préfrontal ce qui est important comme information, et le reste, ben, on l'élimine. Parce que cette partie ici, elle est limitée en nombre d'informations, et le désavantage qu'elle a, c'est qu'elle est très très lente. Temps de réaction, ici, 1 seconde et demie. Temps de réaction, ici, 1/250 millième de seconde. C'est pour ça que les schémas de survie, c'est plutôt là qu'ils vont aller. Donc, cette information va arriver à cette partie ici. Cette partie ici va donner l'information ici en disant comment je réagis. Vous voyez, avant, je suis arrivé et l'élément, c'était pas traumatique, j'espère. Non, pas encore. Si tu continues, ça va. L'élément est arrivé dans votre cerveau. Votre cerveau a dit ici, ah tiens, comment on réagit?
Et cette partie-ci, allez chercher dans vos mémoires, ici dans l'hippocampe, pour avoir la réaction, la redonner à cette partie-ci, qui l'a donnée à votre corps pour que, hop, vous avez vu le temps de réaction, hein, le temps que ça prend, hein, c'est extrêmement rapide. Avant même que cette partie-ci se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut, machin? Donc, la perception arrive, cette partie ici dit, ouh là, on va donner l'information. Là, il y a une situation de danger. Donc, quand il y a situation de danger, cette partie ici va être déconnectée biochimiquement. Déconnectée biochimiquement, de nouveau, c'est un mécanisme de survie parce que cette partie ici, elle est lente. C'est celle qui pourrait nous mettre en danger. Donc, du coup, le cerveau déconnecte cette partie ici. Donc, il n'y a pas de traitement d'information dans la conscience. C'est là que la personne va dire, oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas pourquoi, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'information là. Donc, cette partie va dire à l'hippocampe comment on réagit. L'hippocampe va dire survie, survie, survie. Et du coup, eh bien, la réaction physique va être mise en place. Si par exemple, je suis... tiens, moi, ça m'était arrivé. Je suis au volant de ma voiture. Il y a une voiture qui arrive en face de moi sur ma voie, en fait. Comme c'était une route en campagne, je stresse pas vraiment. Je tourne mon volant, je roule dans l'herbe. Il n'y a pas de fossé, il n'y a rien. Donc, je roule dans l'herbe sans stress. Je veux revenir sur la route. Quand je veux revenir sur la route, c'était le matin, il y a la rosée. La voiture se met en travers. Je traverse la route. J'arrive dans un champ et elle part en glisse. Et puis là, il y a une forêt. Et là, je me dis, aïe, ça va faire mal. Et là, je me tends. Je le fais pas consciemment, mais cette partie ici va dire, pour pas te prendre le volant dans les dents, tu vas faire une catalepsie ici. Et je me tends. Et ça tape. Là, il n'y a pas beaucoup d'informations ici. Je rouvre les yeux, je sors de la voiture. Toutes les fenêtres, tout a explosé. J'ai tapé en fait dans des arbres de côté. Donc j'ai de la chance. J'avais ma voiture qui était pleine d'outils. Tout est sorti de la voiture, mais j'ai rien vu à ce moment-là. J'analyse pas l'information. Je sors de ma voiture. Elle était tombée dans un ruisseau. Donc je suis au bord de la route. Il y a le cul de ma voiture qui est là. Je la regarde et je me dis, ça fait quand même chier. Là, à ce moment-là, cette partie, elle prend conscience que ma voiture elle est détruite. Puis la journée, ça va être un petit peu la merde. Mais j'ai encore pas de conscience de ce que j'aurais pu. Je me suis encore pas dit, oui, j'aurais pu mourir dans ce moment-là. Je suis juste là en train de me dire, ouais, ça... oui, la logique à ce moment-là, elle bug un petit peu. Dans cette situation-là, dans un élément traumatique, cette partie-là après va dire, ah, on va créer un comportement, on va modifier un comportement pour que cette situation n'arrive plus jamais. C'est là qu'on arrive à ce qui est, pour moi, par rapport au traumatisme, l'élément le plus intéressant. Prenons une histoire d'accident de voiture, parce que c'est ça. Situation, je rentre dans ma voiture, c'est la nuit, il pleut, et puis je vais rentrer sur l'autoroute, et puis là, ma voiture, elle part en glisse, il y a un mur, et boum, je me tape le mur. Il se passe dans mon cerveau tout ce qui vient de se passer ici. Donc j'ai pas réalisé vraiment ce que je suis juste protégé pour rester dans la survie. Ensuite, mon cerveau, il va réencoder l'information qui s'est passée. Et du coup, le cerveau, il va dire, ah, mais dans cette situation, je suis en voiture, il pleut, il fait nuit, égale mode de survie. Du coup, il va encoder cette information, puisqu'elle est imprimée ici, et il va l'encoder de cette façon-là. X, Y, Z, donc je suis dans ma voiture, c'est la nuit, il pleut, et mon mode de survie s'éveille, il va l'encoder de façon X, Y, Z égale survie. Mais il va aussi créer un deuxième encodage, qui est l'encodage X égale survie, Y égale survie, Z égale survie. Peut-être que la personne elle va venir me voir en séance en me disant, ouais, j'ai développé une phobie à la voiture, je suis tout stressé quand je vais dans ma voiture. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est l'élément principal, l'élément qui est logique pour elle, donc qu'elle peut observer, hein, c'est ça qu'elle va vouloir travailler, sauf qu'en fait, quand il pleut, elle est complètement déprimée. Et la nuit, elle a peur. Tout simplement parce que, vous voyez, il y a ces deux éléments qui ont été liés à la survie.
Et c'est là que, quelquefois, quand on travaille un traumatisme, on le travaille malheureusement pas de façon complète. On travaille un aspect, l'aspect logique de ce traumatisme, mais on ne travaille pas ces deux aspects. Et comme ces deux ici sont liés au traumatisme, eh ben, on est toujours confronté. Et comme on les a pas déliés, le traumatisme existe toujours. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, on se retrouve dans ces situations-là qui n'ont apparemment rien à voir, mais qui vont réveiller la charge émotionnelle et ramener la réaction émotionnelle. Parce que la réaction émotionnelle, elle est liée à la charge émotionnelle. Et à partir du moment où le cerveau va dire « Ah, cette charge émotionnelle, elle revient à la surface », eh bien, la réaction émotionnelle va être mise en place. Ça amène à comprendre un peu plus cette situation-là. Donc là, du coup, cet objectif, il est atteint. Ce serait juste le comment éviter. Ah, le comment éviter. Le comment éviter, ça, c'est ce qui est compliqué. Le comment éviter, c'est qu'il faut que le cerveau dise X égale neutre, Y égale neutre et Z égale neutre. Et nous, on va dire, en général, quand on travaille un traumatisme, on va dire XY égale neutre. Vous voyez, il manque un bout dans le travail. Vous pouvez amener le cerveau à réencoder les informations du passé. Ça peut être neutre à 100%. C'est plutôt, ok, là, je pense que je vais être stressée, j'accepte, j'accueille. Un jour, j'étais enfant, et puis ma mère a piqué une crise, je sais pas pourquoi, a piqué une crise, elle m'a chopé, et en fait, elle m'a passé de l'autre côté de la barrière du balcon. 3e étage, et j'étais, alors là on a de la force, hein, je me tenais sur la barrière du balcon, et puis je criais. C'est le fils de Michael Jackson, en fait. Et puis, pardon? C'est le fils de Michael Jackson, en fait. Je sais pas. Il a fait ça avec le sien. Ah, c'est Pour le montrer à tout le monde. Non, c'était ma mère. Mais elle ressemblait un peu à Michael Jackson quand elle était sous alcool. Et puis, bah voilà, à un moment, elle voit qu'elle n'arrive pas à avoir plus de force qu'un enfant qui a une dizaine d'années. Elle lâche prise et puis je reviens. Un trauma. J'ai pas de charge émotionnelle aujourd'hui en disant ça. J'ai pas de souffrance en disant ça. J'ai survécu, c'est OK. Par contre, après, je me disais, j'attendais un truc. Vous savez ce que j'attendais après? Après ça? J'attendais le bruit des sirènes. J'attendais le bruit des sirènes parce qu'on habitait dans un quartier où tout le monde avait vu ça parce que j'avais crié assez fort pour que tout le monde le sache. Donc forcément, la police allait venir. C'est pas possible autrement. Mais il n'y a pas de sirène. Deuxième traumatisme, parce que je me rends compte que, en fait, tout le monde s'en fout. Et comment je peux être protégé alors que tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde voit et personne ne réagit? Vous voyez, dans une situation, il y a plein d'éléments, en fait, qui vont être traumatisants. Qui sont pas forcément des éléments directs, mais quelquefois des éléments indirects. Alors effectivement, quand je suis dans une situation injuste, hein, j'ai une réaction un peu plus forte que les autres. Elle est contrôlée. Je me fais pas embarquer dans ces trucs-là où je casse pas la gueule à quelqu'un parce que je trouve que ce qu'il a fait est injuste. Mais la charge émotionnelle ou la réaction émotionnelle va être un peu plus forte que d'autres. Sauf que j'ai cette capacité de me dire, OK, c'est pas lié à cette personne, c'est pas lié à cette expérience présente, c'est lié à mon expérience passée. Comme je disais avant, s'arrêter un instant, se dire, qu'est-ce que ça me rappelle ce truc? En se disant, qu'est-ce que ça me rappelle? Oh, tiens, Bah oui, t'as serré très fort ton balcon. Oh! Ouais, ça doit être ça. T'as serré très fort Peut-être ton encore un balcon. petit peu de charge émotionnelle, en fait. Un peu, hein. Je me demandais si c'est de la résilience ou c'est de la du mécanisme de défense, d'être toute charge émotionnelle. C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. On est dans de la résilience, on est dans des mécanismes de défense. Après, est-ce qu'il faut se poser la question? Alors, émotionnellement, et puis qu'on maîtrise la situation, on fait de la réponse. C'est ce que j'aurais tendance à dire, en fait. Quand je peux recevoir quelqu'un et que je peux travailler sur cette situation, avoir une compréhension et savoir, surtout, parce que c'est ça qui est important pour moi, savoir qu'elle peut se libérer de cet élément traumatique, pour moi, c'est de la résilience. Après, des fois, hein, vous savez, je dis, ouais, mais à la limite, on s'en fout, tant qu'on est bien. C'est ça.
Vous voyez, cette notion plus fort que soi, effectivement, c'est plus fort que soi, parce que ce qu'on appelle soi, ce serait plutôt cette partie ici où je décide. Et là, vous voyez, décider d'arrêter de respirer. Vous pouvez le faire? Oui. Pendant un certain temps. Ça va pas poser un problème. Comme un enfant, hein. Puisque c'est comme ça, j'arrête de respirer. Ça va marcher. 30 secondes, 40 secondes, peut-être 50 secondes, si on a une capacité pulmonaire. Et au moment où le cerveau reptilien va dire « Ouh là là, ça manque d'oxygène », mécanisme de survie qui va s'éveiller, cortex préfrontal déconnecté biochimiquement, et mouvement réflexe, on va reprendre de l'air. Et voyez, on a une certaine force, en fait, un certain pouvoir de décision, mais pas sur nos schémas de survie. Et comme le traumatisme s'est inscrit dans les schémas de survie, c'est là qu'il va faire que c'est plus fort que soi. C'est là qu'il faut amener notre cerveau progressivement à réencoder les informations. Alors après, on peut aller chercher l'information source, c'est une possibilité. Nous, en hypnose, vous savez, on dit plutôt le pourquoi, on s'en fout. On va plutôt chercher le comment. Comment je peux faire que ce soit différent, donc en développant des stratégies, en allant chercher des ressources, en développant des connaissances, des compétences ou des techniques qui vont vous permettre de vous sentir bien à ce moment-là. Et ça va amener aussi, en créant quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent, ça va amener le cerveau à réencoder les éléments passés, puisqu'ils sont liés, en fait, quand vous vivez le moment présent, ça réactive la mémoire émotionnelle. Donc si vous mettez en place une stratégie, votre cerveau va aussi libérer. Ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, qu'avec un travail en psychologie ou en thérapie. Ça fonctionne aussi. Qu'est-ce qui prend plus de temps? L'hypnose? Non, pas l'hypnose, de développer des stratégies, de le faire soi, en fait. Des personnes qui ont pas fait un grand travail thérapeutique ou psychologique et qui se sont très bien sortis parce qu'ils ont développé des stratégies et leur cerveau a réencodé des éléments. Mais c'est plus difficile. Notamment, en l'occurrence, c'est plus difficile dans les situations de blessures d'enfance, en fait. Pourquoi? Parce que dans les blessures d'enfance, la problématique, c'est que c'est vraiment cette partie ici qui est marquée. C'est-à-dire que notre cerveau va créer des espèces de filtres. Vous avez un filtre pour la réalité. Vous savez ça? Vous avez un filtre pour la réalité. Il a un filtre, elle a un filtre pour la réalité. C'est quoi ce filtre? Quel filtre est-ce que vous avez par rapport à nous? Je suis pas sûre de suivre. Vous avez des lunettes. Il y a la réalité. Vous avez un filtre qui va filtrer cette réalité, la transformer pour que vous ayez une perception de cette réalité, on va dire un peu comme nous qui n'avons pas ce filtre. C'est un filtre. Mais nos expériences, ce sont aussi des filtres. Nos expériences vont générer des croyances. Je suis comme ça, je suis pas capable, je vais jamais y arriver, etc. Je suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop ceci, je suis trop chauve, je suis trop... C'est des croyances, en fait. Mais ces croyances vont filtrer notre réalité. Elles vont nous faire percevoir la réalité de façon spécifique. L'autre jour, j'ai une dame qui vient me voir en me disant « Ouais, mais vous voyez, c'est parti, j'étais à l'usine hier, et puis là, il y a les deux autres, là, et puis elles sont là, elles discutent, elles me regardent, elles rient, elles se foutent de ma gueule. » Je dis « Est-ce que vous êtes sûr ?» Elle me dit quoi? Est-ce que vous êtes sûr qu'elles se foutent de votre gueule? Parce que on pourrait aussi dire que elles discutent, elles regardent dans votre direction et elles rient. Mais pour elle, parce qu'elle a un filtre comme ça, elle est certaine qu'elle se fout, mais c'est pas forcément ça. Hein, des fois, nos croyances, ça c'est un problème. Hein. En plus, nos croyances, vous parlez de stress, elles génèrent un stress énorme. Parce que j'ai cette croyance que je vais pas arriver à gérer ce truc-là, parce que je vais être en retard, parce que je vais pas pouvoir, parce que c'est pas possible pour moi. Question publique. C'est vous. Ça... Ah ouais, tu tournes. Il faut me cadrer un peu, hein? Non, ça fait depuis 3 jours que je te dis le cadre, et tu le fais pas. Donc, à un moment, tu sais, moi, je lâche aussi. Ok, pas de cadre. Est-ce que vous avez déjà des questions jusque-là?
le trauma, c'est réapprendre alors à amener des nouvelles associations dans le cerveau. C'est amener notre cerveau à créer de nouveaux... Le système d'alarme. Exactement. C'est plus en mode survie qui doit se mettre quand il y a la pluie, quand il y a une voiture. Exactement. C'est ça. C'est ça. Après, de nouveau, le comment, ça c'est la grande difficulté en hypnose, parce que le comment va dépendre de la personne, de son fonctionnement, de ses filtres, de ses cartes du monde. Et c'est pas, on peut pas dire que c'est cette technique-là que je vais utiliser. Ça peut être d'aller chercher une ressource dans un domaine et puis d'amener cette ressource dans une situation spécifique pour que son cerveau programme cette situation future avec cette ressource. Et ça va l'amener à re-encoder les éléments. Ça peut être aussi le lâcher prise. Moi, je travaille énormément sur le lâcher prise. Par exemple. C'est-à-dire, vous emmenez quelque part et que vous mettiez dans ce quelque part tout ce dont vous ne voulez plus. Je le fais énormément avec les pervers, ceux qui ont traversé des périodes avec des perverses narcissiques. J'ai été élevée par une perverse narcissique. Je sais ce que c'est, je comprends le fonctionnement, je sais comment on peut se sentir. Certains se sentent très mal, n'arrivent pas, reproduisent les schémas. Systématiquement, ils vont aller vers des gens qui sont comme ça. Moi, j'ai fait le parti inverse. C'est-à-dire que ces gens-là, je les vois arriver, je m'en vais. Je les mets très loin de moi. Je prends le contre-pied de tout ce que ma mère a essayé de me faire pour vivre et être bien. Et ne pas reproduire ça, c'est-à-dire éloigner tous ces gens de moi. Donc c'est ce que j'essaye de faire en hypnose, c'est vous pouvez y arriver, il faut juste vous éloigner, il faut juste mettre ça de côté, il faut les laisser loin, ne plus les laisser rentrer dans votre vie. Et voyez, peut-être que, de nouveau, à la question comment on fait, là que c'est compliqué, parce que j'ai dit, ça va dépendre de la personne qu'on a en face de nous, ses compétences, ses connaissances, ses systèmes de croyances, mais ça va aussi dépendre de notre fonctionnement à nous. Parce que dans le lâcher-prise, quelle technique tu utilises, toi, pour amener la personne à lâcher prise? La montgolfière. En fait, je fais imaginer aux gens, je les emmène faire on va déjà dans ce que j'appelle le lieu de sécurité. Donc on trouve un endroit où on est bien, où là tout est bien, tout ce qui est autour ne nous concerne pas. On est juste centré sur nous, sur le bien-être, la tranquillité, comment on se sent bien. Et puis après, généralement l'hypnose, en tout cas moi comme je la pratique, c'est le patient qui gère. En fait. Moi j'amène, j'accompagne, mais j'impose rien, jamais. Sauf pour le lâcher prise où, voilà, on est dans le lieu de sécurité et par contre après je prends la main. C'est-à-dire que je vous emmène sur un chemin où on va aller dans une montgolfière. Mais on va pas faire un chemin comme ça, tout simple. On va prendre un sac à dos et dans le sac à dos, on va mettre des pierres. Et chaque pierre représente ce dont vous voulez vous débarrasser, ce qui est lourd, ce qui vous empêche d'avancer. On prend souvent, et ça lui a fait rire ce matin, des casseroles qu'on traîne. La représentation symbolique, elle est gérée par cette partie ici, en fait. Donc en fait, voilà, moi au lieu de dire les casseroles qu'on traîne, on prend un sac à dos, on va se promener, on est en Gruyère, la montagne, tout le monde connaît, et on met le sac à dos. Puis en fait, plus on avance, plus le chemin monte, plus c'est difficile, parce qu'en fait, on traîne tout ça sur notre dos. Et puis, on arrive au sommet de la montagne, le Molaison, et il y a la magnifique montgolfière. Et puis en fait, dans cette montgolfière, on va mettre tout. On va décharger notre sac. On va mettre tout ce qu'il y a dedans. Et puis on va la laisser partir. Alors c'est pas que ça. Avant qu'on fasse ce chemin-là, on aura décidé des mots qui sont importants pour vous. C'est-à-dire ce dont vous voulez vous débarrasser. Pas forcément me dire c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mes copains, c'est le boulot. J'ai pas besoin de savoir tout ça. J'ai besoin juste de savoir ce que vous entendez par le mot lâcher prise. Est-ce que c'est être plus confiant, être plus sain dans les relations? C'est des mots-clés que vous allez me dire, et moi, pendant la séance où la montgolfière s'en va, je vais remettre ces mots-clés que vous m'avez dit. Et après, on va redescendre le chemin. Et en redescendant le chemin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes super légère. Et que tout ce qui a plus d'utilité est parti. Ça ne veut pas dire que c'est éliminé de votre vie. Vous avez un passé, on vit tous avec notre passé. Moi, le mien, c'est ma mère. Mais je peux vivre avec ça. Je me sens légère. Je me suis construite. J'ai fait le contre-pied de tout ce qu'elle a fait. Et je me sens bien dans ma peau. J'utilise aussi pour les douleurs. Je suis une douloureuse chronique, j'ai des problèmes de dos. Donc ça aussi, la douleur, il faut la laisser partir. On peut très bien... Oui, on aura mal toute sa vie. Voilà. Après, est-ce qu'on veut qu'elle prenne toute la place? Ou est-ce que... Ouais, il y a certains jours, c'est difficile, mais globalement, tout se passe bien. Et on vit très bien avec ça. Et vous voyez, cette notion de lâcher prise, parce que moi, je suis un homme, j'ai un fonctionnement différent, j'ai une stratégie différente. Moi, tout ce qu'on a encodé, tout ce qu'on a emmagasiné, je vais amener la personne à la poser dans sa main. Ce que je veux, c'est qu'elle reprenne le contrôle conscient de la situation, puisque dans la situation, ici, on perd le contrôle conscient. Et en fait, en posant tout ça dans sa main, elle va serrer la main,
amener de la tension dessus et ensuite relâcher tout ça. Vous voyez, il y a des stratégies qui sont différentes par rapport à la personne, aussi par rapport au thérapeute, et le résultat est le même en fait. L'idée, c'est qu'on active des zones du cerveau qui gèrent cette information traumatique. En fait, quelle que soit la façon dont on l'active, ça c'est un petit peu égal en fait. C'est difficile de répondre, j'imagine, mais en une moyenne de combien de séances quand vous faites ce travail de sensibilisation? Tout dépend du vécu déjà. Ça dépend du vécu et ça dépend du traumatisme aussi. Un minimum et un minimum de séances. Alors le minimum du séance, c'est une séance. Alors un exemple, un monsieur vient me voir, il a une phobie au télésiège, qui à la base c'est pas un traumatisme en fait. Simplement, c'est que je répète, on cherche pas le pourquoi, mais des fois le pourquoi il revient à la surface automatiquement. En fait, il retrouve le moment où ça a commencé, et le moment où ça a commencé, c'était un week-end où il va à ski avec, donc il adorait aller skier, c'était vraiment un grand skieur. Il va à ski avec son amoureuse et puis un couple d'amis. Le samedi soir, les deux gars, ils sortent, ils font la tournée des bars. Et puis voilà, ils se mettent une biture, ils rentrent à 4 heures du matin, 7 heures du matin, tout le monde se lève pour partir en ski, vous imaginez un peu l'état. On n'est pas très bien à ce moment-là, mais ils vont quand même skier. Donc en fait, ils skient, puis il est pas bien, il se sent pas bien. Ils skient, ils arrivent au télésiège, ils attendent, il y a la queue, et ils attendent, et puis il y a une dizaine de personnes, ils passent devant tout le monde. Et ça, c'est un truc, lui, ça l'énerve profondément. Vous voyez, là, il y a un mal-être, c'est pas bon. Il y a de la colère à ce moment-là. Mais bon, il peut rien faire. Ils sont sur le télésiège et puis, comme ça arrive souvent, entre deux pylônes, ça s'arrête et boum, boum. Et là, ça amplifie cette sensation dans son ventre. Et du coup, c'est tellement intense que le cerveau, il crée un mécanisme de protection, phobie, pour ne plus jamais être confronté à cette situation-là. Donc ça, c'est une séance, c'est libérer la charge émotionnelle et puis amener le cerveau à réencoder l'information. C'est ce que j'appelle programmer le cerveau pour fonctionner comme on a envie qu'il fonctionne. Là, c'est une séance. On travaille pas de façon directe un traumatisme, on travaille une phobie, mais qui est la résultante. En fait, la phobie sera le traumatisme, la conséquence d'un trauma, d'un élément où plusieurs émotions s'associent les unes aux autres. Donc ça, c'est une séance. Après, ça peut aller sur plusieurs séances. Ouais, après, ça dépend. Moi, j'ai une patiente qui est venue, parce que je m'occupe aussi d'enfants. Et donc, la maman est venue et elle avait vécu avec un pervers narcissique. Ça, elle avait fait son travail, elle était tout ça. Mais il y avait un truc, c'est quand il envoyait les mails à 23h le dimanche. Et ça la faisait péter un câble. Elle n'arrivait pas à gérer ça. Donc moi, je lui ai appris à trouver une ressource. On a tous une ressource à l'intérieur, il faut juste la monter. Donc je lui ai appris à utiliser cette ressource quand elle voit le mail arriver à 23h. Ok, c'est un mail, 23h, c'est ça, il dit ça, je trie, au revoir. Ça me prend plus d'autant d'énergie. Je vais dormir la nuit et je vais pas garder ça dans ma tête parce qu'il m'a encore envoyé, parce que c'était son point de pression. Il avait compris que tout ce qu'il avait pu faire jusqu'à maintenant ne fonctionnait plus parce qu'elle avait fait une thérapie pour ne plus être, qu'il ait la main mise sur elle. Donc, il avait trouvé ce truc, le mail à 23h, pour des conneries. C'était, est-ce que vraiment je prends les enfants cette semaine Oui, mais t'as payé cette facture, elle est allée voir telle personne, mais tu m'as pas demandé avant si elle avait le droit d'aller voir telle personne. Donc, juste avoir un point d'appui. Donc, voilà, je lui ai appris à trouver la ressource pour que, quand elle voit arriver le mail, ok, c'est un mail comme si on recevait un mail de la Migros avec toutes ces pubs et tout ça. Ok, je classe le mail, au revoir. Et ça c'est clair que ça prend pas une séance parce que j'ai besoin de décrypter, moi en tout cas, pourquoi on en est arrivé là, quoi. Donc moi, mais je suis dans les thérapies brèves. Moi, je vais pas garder les gens pendant des années. Mais c'est entre 3 et 5 séances, quoi. Ça dépend un petit peu. C'est ça, une situation complexe, ça ferait entre 3 et 5 séances. Quand un psychologue appelle ou un psychiatre en disant là, ça coince, ça c'est une séance. Après, il repart, il continue son travail. D'un coup, il va revenir en me disant ah, le psy, il m'a dit il y a cet aspect-là. De nouveau, c'est un aspect en fait. C'est cet aspect-là qu'il faudrait travailler et on le travaille. C'est 1-2 séances. C'est comme pour la douleur, c'est une sorte de traumatisme. Quand un jour on vous dit voilà, vous êtes un douloureux chronique, pendant des années vous allez avoir cette douleur,
apprendre à transformer la douleur pour qu'elle soit gérable tous les jours de la vie. Donc ça, c'est pareil. Il faut qu'on travaille sur comment elle est, comment on la transforme et comment vous allez utiliser cette transformation pour vous sentir bien. Un douloureux chronique, par exemple, si on regarde qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment des situations où la personne va chez le docteur en disant ouais, j'ai mal au pied, docteur. Le docteur il regarde, ouais, mais il y a rien en fait, il y a rien qui justifie cette notion de douleur. Puis après, le docteur au bout d'un moment il va dire bon ben allez voir le neurologue, hein, parce que lui il va voir les signaux qui passent dans les nerfs, si qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça coince. Le neurologue va dire oh ben non, il n'y a pas de signal de douleur qui passe dans vos nerfs, parce que il y a des signaux de sensation, oui, mais il n'y a pas de signal de douleur parce qu'elle a une fréquence, on peut la repérer. Hein. Donc là, le neurologue il va dire que c'est dans votre tête, ce qui est pas très agréable à entendre. Mais c'est assez juste en fait. C'est que c'est une douleur qui a été ici mémorisée en fait. Et selon le stimulus extérieur, le cerveau va devoir réagir à ce stimulus extérieur, réactiver certaines mémoires, et en réactivant les mémoires, il va ramener la charge émotionnelle, la douleur à la surface. C'est-à-dire que la personne elle a vraiment mal. On peut pas lui dire vous avez pas mal. C'est pas parce que c'est dans ma tête que ça fait pas mal. La douleur, le cerveau va la percevoir de la même façon que si elle était dans le pied. Mais elle est mémorisée. Alors typiquement, dans ce genre de situation-là, c'est un nettoyage des mémoires. L'idée, c'est d'amener le cerveau à nettoyer ces douleurs passées de ces mémoires de douleurs passées pour qu'elles soient plus réactivées dans le moment présent. J'ai un peu de la... Enfin, quand on ne va pas chercher forcément le pourquoi, on cherche à voir comment, mais X, Y, Z, on va quand même essayer de bosser dessus, où on n'a pas besoin de savoir... Le problème, c'est que X, Y, Z, vous pouvez pas forcément savoir ce que c'est. C'est ça. Comment vous travaillez sans savoir X, Y, Z? Sur les symptômes. Exactement. On va chercher là, qu'est-ce qui pose problème à la personne. Et quelquefois, on va questionner autre chose que ce pourquoi elle est venue nous voir. Et c'est là qu'on va tomber sur des trucs super intéressants. C'est ça que, quelquefois, dans la thérapie, il manque, en fait. Parce que on va se focaliser sur le problème. Qu'est-ce qui se passe là? Mais pas sur les... Moi, je dis toujours à mes élèves, par exemple, si... posez toujours la question aux gens s'ils dorment bien. Pose la question, pourquoi? Parce que si j'ai cette problématique-là, X, Y, Z va pouvoir agir sur mon sommeil. Pourquoi? Parce que la nuit, lorsque, voyez, aujourd'hui vous êtes venu, j'aime bien utiliser cet exemple, vous m'avez vu. Votre cerveau, il a créé une photographie de ma tronche. Vous les avez vus aussi, hein, parce que j'utilise le mot tronche, c'est pour ça que je parle de moi. Hein. Il a créé une photographie de ma tronche. La nuit prochaine, lorsque vous allez dormir, il va réencoder les informations de la journée. C'est-à-dire qu'il va mémoriser, créer du lien avec toutes les informations que vous avez vécues aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, votre cerveau va récupérer la photographie de ma tronche, il va aller la graver ici à l'arrière, dans ce qu'on appelle la zone de reconnaissance des visages, il va créer différents liens. Un lien peut-être avec hypnose, Christophe Marty, type sympa ou sale type. Ça dépendra de la relation qu'on aura. Le cerveau va coller une étiquette, en fait. Pour me coller une étiquette, il a besoin de référence. Et cette référence, il va aller la chercher ici, dans vos mémoires. Les gens que vous avez rencontrés, quels sont ceux qui ont été étiquetés type sympa, quels sont ceux qui ont été étiquetés sale type. Et du coup, ça va lui permettre de me coller une étiquette. Bon, l'étiquette sale type, hein, si on peut la mettre de côté, on garde. Si on peut l'oublier, c'est pas mal. C'est sympa, quoi. Oui, il fait ça tout le temps. Et par rapport à votre question, c'est une des difficultés, c'est que bien souvent l'information n'est pas consciente. Et ça, c'est là où en psychologie, on fait un gros travail pour essayer de remuer ce qu'on appelle l'étang de notre subconscient pour voir un petit peu qu'est-ce qui va remonter à la surface. Et ça, c'est une des grandes différences, je pense, qu'on a entre nos deux fonctionnements. C'est que, je sais pas, hein, c'est la représentation que j'ai. Hein. Ah oui, c'est peut-être la psychanalyse, pardon. Ouais. Où nous, on cherche pas ça, on va plutôt chercher comment, quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là pour pouvoir le mettre en place. Est-ce que ça répond à la question? Partiellement. Oui, partiellement. Mais okay. Je pense que ça prendrait énormément de temps. Je pense aller dans le détail et puis bien, voilà, je suis hyper intéressée. On est au 114 après. Si vous passez nous voir, on est là. Au cas où.
Alors, vous voyez, par rapport à comment on fait, j'imagine que vous avez bien pu observer que c'est compliqué de dire puisqu'on n'a pas une stratégie, un protocole. On n'a pas pour le stress, c'est ça, pour l'angoisse, c'est ça, Voilà. pour la phobie, c'est ça. Parce qu'en fait, chaque personne est différente. Lui et moi, on est différents, on va pas travailler de la même façon, même si on a de base, on est hypnothérapeute tous les deux. Et puis vous êtes différents. Et c'est surtout là qu'il y a Donc, la c'est différence. surtout ça le plus important. Et Si vous êtes différents, donc en fonction de ce que vous allez amener, moi, je vais aiguiller mes séances avec ce que vous m'amenez, en fait. On dit en hypnose, si je vous amène à vous les stratégies que j'utilise pour moi, ça va pas fonctionner. Parce que vous avez un fonctionnement différent. Et c'est la grande difficulté du thérapeute, c'est que je vais devoir trouver quelles sont les stratégies qui sont utiles pour vous. Et moi, j'aurais l'impression, c'est une impression, c'est pas forcément une réalité, hein, que quand on prend beaucoup de séances, parce qu'on prend du temps à chercher quelle est la stratégie qui serait juste pour vous. Et que si on avait du premier coup la bonne stratégie, sans doute que ça aurait pris qu'une séance. C'est une croyance personnelle. Hein. Dans lequel limite, c'est surtout la limite de notre connaissance et de nos compétences. Il y a le red flag pathologie psy. Ça, pour nous, c'est un red flag. En sachant que c'est pas forcément évident, hein, quand une personne vient nous voir en disant « Ouais, j'ai un problème de sommeil », elle va pas forcément nous dire « Ouais, mais vous savez, moi, je suis schizophrène. Hein. » Donc là, il faut, nous, dans nos formations, des connaissances pour pouvoir détecter ce genre de situation et du coup, utiliser les stratégies qui seront utiles. C'est pas, de nouveau, hein, c'est pas l'hypnose qui est un problème avec ces fonctionnements-là, c'est la stratégie qu'on va utiliser, mais pas l'état hypnotique, puisque l'état hypnotique, c'est un état entre l'état d'éveil et l'état de sommeil, donc même un schizophrène, il va traverser cet état hypnotique, en fait. Donc c'est pas ça qui pose J'ai eu problème. le cas où j'ai un patient qui me l'a dit dès le départ, il venait me voir, pas pour ça, il venait me voir parce qu'il devait se faire opérer, et il était phobique du bloc opératoire, même pas des piqûres, du bloc, voilà, c'était. Et il me l'a dit d'entrée, il m'a dit, voilà, je suis schizophrène, je dis, ouais, c'est pas grave. Et en fait, j'ai pu faire une séance pour qu'il se mette dans un état de bien-être quand il serait dans le bloc opératoire. Et ça n'a, j'ai pas interféré sur le fait qu'il soit schizophrène. Et à aucun moment, il a décompensé ou quoi que ce soit. Mais c'est clair que j'ai fait plus attention parce qu'il me l'a dit. Mais si on me le dit pas, c'est pas grave. À un moment, je pense qu'on le ressentira. Voilà, il y a le ressenti. Moi, une des stratégies que j'utilise, comme j'ai travaillé en psy, c'est que je lui demande s'il prend les médicaments. Et du coup, quand il me fait la liste, ah oui, ok. Là, je vois que... Ouais, je le fais aussi. Moi, je demande En aussi. général, c'est super efficace, quoi. Ouais, moi aussi, je demande aussi s'il y a des traitements particuliers. Et puis, Voilà. comme je travaillais aussi chez un psychiatre. Quand il y en a 8, voilà, je sais. quand il y en a 8, ok, dissociation, c'est aussi ça, hein, c'est qu'on est en séance et tout d'un coup on se dit, ok, ça c'est de côté, on fait pas, et il nous reste ce genre de stratégie-là. Et des fois, on travaille tout à fait en conscience, hein. De nouveau, hein, l'état hypnotique, c'est pas de perdre la conscience. Non, pour moi, c'est de retrouver le contrôle. Et le contrôle, c'est à cette partie ici. Donc, c'est amener ça, hein. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ah, on est encore... Donne-nous autant de punch et tout ça à cette conférence, malgré qu'on soit 3. Mais 3 ou 300, c'est pareil. Mais vous pensez que c'est quand même à 2 heures, il y avait des autres choses. Mais c'était juste ça, à 2h30. Et puis du coup, d'autres choses Oui. commençaient à 3 heures. Donc les gens, ils se disent, Voilà, ça ça nous nous fait louper. c'est un peu deux. Ouais, je pense l'horaire, peut-être que c'est bien de dire aux organisateurs ça. C'est dommage. Ouais. Mais Oui, vous avez fait un super truc, quoi. Donc c'est cool. C'est dommage pour qui? Pour les personnes Qui sont pas venues. Ah, Qui sont pas merci. venus nous voir. Ça, c'est un magnifique compliment. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire remonter, c'est que l'horaire. Là, parce que c'est vrai que si on venait ici, on en fait 2 celles d'avance. Ah oui, c'est juste, ouais. Par rapport à toutes celles qui sont chacun sur un horaire. Parce que celle d'avant, elle a fini juste avant. Elle a fini juste avant, ouais. Juste avant, mais les autres, elles sont pas toutes les mêmes. Ouais. Merci en tout cas pour votre écoute, Merci, votre Richard. attention. Merci pour vos attentions. Et puis on est sur le stand 14. Hein. Ah, moi, je suis sur Bulle, oui. Ouais, Ah, bah ça. voilà, bah Et parfait. douleur et tout ça, il y a des choses qui m'ont un peu Alors, marqué, j'ai je vais pas pouvoir- mes. Alors, passer au stand 14, je vais juste faire pipi 5 minutes et puis je vous donne ma carte. Et puis, ouais, il n'y a pas de souci. Une bonne soirée, hein, merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous. Désolée, hein.
Pourquoi désolé? Ah non, non. Vous n'avez pas parlé beaucoup. Non, mais Mais parce non, que mais c'est j'ai- lui, j'ai surtout. pas C'est les- lui, surtout. Voilà, c'est les Voilà. passionnés. Pourquoi vous dites c'est lui? Mais parce que c'est lui qui est en charge de la conférence. Moi, je viens juste.